Oui, alors bonjour, je suis Chaulvron du site internet astrologiemondiale.com et je suis également l'auteur du livre Nostradamus et la fin des temps. Donc j'ai voulu me lancer un peu dans des vidéos explicatives de mon travail parce que je trouvais ça un peu plus agréable que des textes parfois interminables et très très longs. Donc j'ai voulu un peu vous présenter mon travail dans une vidéo. Donc c'est ma première vidéo sur YouTube. Donc je vous demande un peu d'indulgence s'il y a quelques erreurs ou quelques éléments qui ne fonctionnent pas. Je m'améliorerai un peu avec le temps. Donc là, c'est mon livre Nostradamus et la fin des temps, donc que je vais présenter sous forme de diapo PowerPoint, parce que ça me paraissait plus simple pour expliquer les choses. Et donc voilà, alors mon livre, donc il a été rédigé en 2013, mais publié 3 ans plus tard, en 2016, en janvier 2016, bon parce qu'il y a j'ai eu des gros problèmes avec l'État français qui a essayé d'empêcher la publication du livre. Donc j'ai même été en prison pendant 5 mois avec des tentatives d'intimidation, des saisies de tous mes ordinateurs et tout ça. Enfin, ça a été très compliqué de pouvoir le sortir. Donc c'est pour ça il y a 3 ans d'écart entre le moment où je l'ai rédigé et puis le moment où il a été sorti. Donc je voulais aussi un peu parler de cette couverture qui m'a valu plusieurs remarques de mes lecteurs m'expliquant que cette couverture elle était un peu angoissante et très très noire. Donc en fait j'ai fait exprès de mettre cette couverture là parce que en fait le contenu du livre raconte la fin des temps, donc la période que nous traversons en ce moment. Et je trouve que ce moment-là, les événements qui s'annoncent sont extrêmement noirs et négatifs. Enfin, il suffit de regarder l'actualité pour voir que tout se confirme. Donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de choisir une couverture noire avec un titre sans photo pour justement montrer le côté très sombre des événements. Voilà, donc souvent on m'a dit on m'a fait cette remarque-là. Bon, faut quand même aussi expliquer que ça se termine bien, puisque à la fin le, le, le diable, l'antéchrist qui domine un peu notre société en ce moment sera vaincu par le personnage historique que l'on appelle le grand monarque, donc est un personnage mythique et légendaire que Nostradamus évoque assez abondamment dans son livre. Donc voilà. Alors en fait mon livre fait 480 pages, il est vendu à 21,99 € en version papier. Il est édité par la maison d'édition BOD et vous pouvez le trouver sur Amazon, sur la Fnac et puis chez tous les libraires. Donc voilà, alors l'œuvre de Nostradamus, en fait, elle se compose de 3 éléments. Ça va pas. Bon ben voilà, après cette petite pause technique, donc je reprends mon explication. Donc en fait, l'œuvre de Nostradamus, elle se compose de 3 éléments, donc que j'aborde dans mon livre. Il y a d'abord la lettre à César, donc qui est datée du 1er mars 1555. Bon, j'ai oublié de mettre le mois. Elle est adressée à son fils aîné et elle est subdivisée en 59 passages qui ont été découpés par Anatole Lepelletier au 19e siècle. Donc Anatole Lepelletier, j'ai republié un de ses livres les plus célèbres que vous pouvez trouver chez tous les libraires. Donc elle se compose d'une deuxième lettre que l'on appelle l'épître à Henri II. Donc elle est datée de 1558 et elle s'adresse au roi Henri II. Donc vous verrez que c'est un terme un peu ambigu, je vais l'expliquer après. Donc il y avait Henri II, donc qui était le roi du vivant de Nostradamus, et donc il lui dédicace cette lettre-là.
ainsi que ses centuries. Bon, on va comprendre aussi que c'est un autre personnage qui viendra dans le futur, qui est le grand monarque, mais je vais l'expliquer après. Elle est divisée en 116 passages, donc pareil, découpés par Anatole Lepelletier. Et il y a les centuries, donc il y a 10 centuries de 104.1. Donc voilà. Donc ça, c'est l'œuvre principale. Alors dans la lettre à César, donc qui est la première lettre d'introduction, donc on y découvre, donc là je vous ai mis un extrait, donc en fait il nous explique qu'il a rédigé dans ses prophéties un document en prose, parce qu'en fait les quatrains c'est des poésies, et la lettre à César comme la lettre à Henri c'est deux textes en prose, et donc là dans cette lettre à César, donc qui a été écrite en 1555, il explique qu'il a en fait rédigé ses prophéties, enfin un document important pour comprendre ses prophéties en prose, et que ce document il imite les lieux, les temps et les termes fixés d'avance que les humains venus après connaîtront en vérifiant les aventures déjà advenues infailliblement. Donc en fait c'est un document en prose qui sert à limiter le lieu et le temps de sa prophétie. Donc c'est un document très important. Donc ça, donc ce document en prose, il permet, comme je l'explique, de limiter, voilà. Et donc ce texte en prose, en fait, c'est l'épître à Henri. Donc la deuxième lettre, vous voyez, celle qui est ici, là, la deuxième lettre de 1558. Donc c'est ce document en prose qu'il annonce dans le document qu'il avait écrit 3 ans plus tôt. Donc c'est un document extrêmement important. Et donc, étudions cette lettre à Henri II, donc qui fait l'objet en fait de tout mon livre sur Nostradamus. Donc j'analyse passage par passage, et justement je montre et je démontre qu'elle limite dans le temps et dans l'espace, l'espace géographique, les prophéties de Nostradamus et les quatrains. Donc elle est censée donner de l'ordre aux centuries. Voilà, et donc elle est adressée au roi de son époque, Henri II. Donc elle est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, découpée en 116 passages par Anatole Lepelletier, et elle annonce les événements du futur de manière chronologique. Donc plus précisément, en fait, il y a 3 chronologies qui se superposent. Chaque chronologie est introduite par une présentation, une sorte d'introduction. Donc quand on voit l'introduction, ça permet de voir le début de la chronologie, de chacune des 3 chronologies. Donc un petit mot sur le personne à qui la prophétie est dédicacée. Donc c'est Henri II, Henri II, qui est né en 1519, qui devient roi de France en 1547 et qui meurt en 1559, donc dans un quatrain mondialement connu, le quatrain de la centurie 1, numéro 35, donc qui annonce dans le détail les conditions de la mort d'Henri II. Et c'est cette prophétie-là qui va donner du vivant de Nostradamus un prestige incroyable à cet auteur, et donc qui va lui valoir d'être reçu par la femme de Henri II, Catherine de Médicis, qui va le recevoir dans son château, va en faire l'astrologue officiel du roi, et ainsi de suite. Donc c'est un quatrain extrêmement important. Donc il lui dédicace cette lettre-là et toute son œuvre. Donc comme ça se faisait très couramment au XVIe siècle. Donc il y a d'autres documents, par exemple que Nostradamus dédicace aussi à Henri II, puisque c'était le roi de son vivant. Et donc ce roi-là, il a eu un destin assez modeste quand même, puisqu'il était en guerre contre l'Italie. Il a échoué dans sa tentative de conquête de l'Italie. Il est défait lors du siège de Saint-Quentin en 1557. C'est pareil, il y a un quatrain très célèbre qui relate cet événement-là. Et devant l'échec de sa conquête de l'Italie et puis de ses guerres, il va signer un traité à Cateau-Cambrésis en 1559. Et donc ce roi-là, très modeste, il est connu uniquement pour ces événements-là. Et donc c'est un roi, on va dire, assez modeste.
Et j'insiste vraiment sur ce point-là parce que en fait, le contenu, la dédicace de la lettre donc qui se trouve au début, elle est absolument disproportionnée par rapport au roi à qui il s'adresse. Donc il lui dit vous êtes à l'invictissime très puissant, donc c'est-à-dire au roi invincible, très chrétien Henri, roi de France II. Après il lui dit au roi très victorieux alors qu'il a connu que des défaites militaires. Il dit de votre majesté incommensurable. Bon, c'est totalement excessif par rapport à la vie réelle d'Henri II. Et par exemple, dans un autre passage, il lui dit devant la face du souverain œil et du premier monarque de l'univers. Donc il lui dit c'est carrément le plus grand roi de son époque, ce qui n'était pas du tout le cas. Par contre, il y a un petit détail très marrant, c'est qu'il l'appelle le souverain œil. Donc il faut savoir que dans le 4-1-35, donc qui prédit la mort d'Henri II dans un tournoi qui se déroula à Paris. Bon, je ferai sans doute une vidéo pour expliquer ce 4-1 là parce que c'est assez extraordinaire. Et donc le roi est mort en se prenant la pique donc dans le tournoi, dans l'œil, qui a transpercé l'œil. Mais donc il n'avait plus qu'un seul œil de valide puisque l'autre était transpercé. Et là il lui dit à la face du souverain œil, donc il n'a qu'un seul œil. Donc là c'est vrai que ce passage-là pourrait laisser penser qu'il s'adresse à Henri II et qu'il lui prédit la mort donc qu'il a connue. Simplement c'est le seul élément vraiment qui peut laisser penser que c'est Henri II. Parce qu'en fait, très très tôt, on a pensé que ça s'intéressait pas du tout à Henri II. Donc dès 1710, un interprète de Nostradamus qui s'appelle Leroux, avait déjà remarqué l'excès des mots de Nostradamus et le règne réel d'Henri II qui était assez modeste. Et donc il avait émis l'hypothèse que l'épître ne s'adressait pas à Henri II, mais au grand monarque. Donc lui, comme il vivait en 1710, c'était au moment du règne de Louis XIV, et il pensait que Louis XIV c'était le grand monarque. Bon, effectivement, Louis XIV est un très très grand roi, mais c'est pas le grand monarque. Mais cependant, il avait remarqué cet élément-là. Et en plus, le mot second n'est pas le numéro du roi, mais le mot latin secundus, qui arrive, ça veut dire qui arrive après. Et donc c'est le roi qui arrive après. Et donc c'est pour ça que par exemple dans l'épître à Henri, il lui dit au passage 72, et pour ce cirque par ce discours, je mets presque confusément ces prédictions, et quand cela pourra être l'avènement de celui-ci pour le dénombrement du temps qui s'ensuit. Donc ça veut dire que il s'adresse à un roi qui arrivera très 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 longtemps après la mort de Nostradamus. Donc là, on est presque à 500 ans de sa mort. Donc on voit à ce moment-là qu'il s'adresse à un roi qui arrivera bien longtemps après. Donc j'ai du mal à naviguer dans PowerPoint comme c'est la première fois. Donc en fait voilà, alors là je vous ai un peu découpé pour vous montrer la structure de l'épître à Henri, qui est le texte le plus fondamental de l'œuvre de Nostradamus. C'est un document largement sous-estimé par les interprètes et c'est le texte le plus important de toute son œuvre. C'est celui qui permet de comprendre toutes ces prophéties. Donc comme vous voyez, il y a 3 parties. Donc avec une introduction et puis une partie prophétique, bon, pour la première partie. Pour la deuxième partie, pareil. Pour la troisième partie, pareil, une introduction et une partie prophétique. Donc il faut noter que les 3 parties sont d'inégale longueur. Elles vont en se réduisant. Donc la deuxième partie est plus réduite que la première. Donc la deuxième partie, elle est beaucoup plus petite. Donc il faut savoir que la première partie, elle fait presque la moitié de la lettre. Hein. Et la troisième partie, elle est encore plus petite que la deuxième. Elle fait quelques passages donc qui décrivent surtout la Troisième Guerre mondiale. Donc voilà. Ensuite, là je l'ai présenté sous une autre forme. Donc vous voyez, l'introduction de la première partie, elle va du passage 1 au passage 32.
puis la prophétie du passage 33 à 71. Là, l'introduction, l'introduction de la deuxième partie, vous voyez, 72-88. Et là, 89-98. Donc là, c'est vraiment très court. Il y a 9 passages. Et là, la troisième introduction, elle fait que 2 passages et 11 passages pour la partie prophétique. Et donc, je l'ai montré sous cette forme-là parce qu'en fait, les 3 chronologies, elles se superposent. C'est pas dans la continuité, mais en fait, elles décrivent les mêmes événements, mais sous des termes différents, et puis sous des angles différents, ce qui donne un certain relief à ces prédictions, et puis ce qui entraîna à certaines périodes des grands interprètes de Nostradamus se sont trompés justement parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il y avait 3 chronologies qui se superposaient. Et donc voilà. Donc la première partie, elle va de 1770 à 2027. Donc bon, je sors pas ces dates au hasard, hein, c'est des dates qui, bon, pour 1770 parce qu'il parle de Marie-Antoinette et de Louis XVI, donc c'est l'année où ils sont mariés. Et puis 2027, il y a un quatrain qui donne cette date-là comme étant l'année de la fin de la Troisième Guerre mondiale. Il y a un quatrain. Donc voilà. Après pour la deuxième partie, ça va de 1789 à 2020. Donc là c'est pareil, je sors pas du tout ces dates au hasard. 1789 parce que alors il donne pas la date de 1789 dans cette partie-là, il donne 1792. Mais il indique que quelques années avant aura lieu une révolution, donc on comprend que c'est 1789. Mais la date qui est donnée en clair dans cette deuxième partie, c'est 1792. Qui est donné en clair, qu'il indique comme étant une rénovation de siècle. Enfin, vous lisez mon livre, vous verrez, c'est très bien expliqué. Et donc 2020, parce qu'elle s'arrête au moment d'une guerre en Terre Sainte, en Israël. Et donc, pareil, ce quatrain qui donne 2027, il donne comme début de guerre 2020, puisque la guerre dure 7 ans, ça c'est dans les prophètes bibliques. Chez Daniel, on trouve cette durée de 7 ans de la guerre, et donc il y a un quatrain de Nostradamus qui dit de 2020 à 2027, les dates sont données plus ou moins en clair, donc c'est pour ça que je mets 2020. Donc c'est bon, après ce ne sont que des hypothèses, hein, mais en attendant que ça se réalise ou pas, de toute façon on sera vite fixé parce que 2020 c'est dans pas longtemps, hein. Et puis la troisième partie, elle commence au début de la guerre là, de la deuxième partie, et elle s'achève jusqu'à la résurrection des morts et puis au début du millénaire de paix qui est annoncé dans l'Apocalypse aussi. Donc Nostradamus il y fait référence à ce millénaire de paix. Et donc apparemment, mais j'ai un doute, hein, j'avais mis 2242, ça c'est dans mon livre sur Nostradamus. Bon, je suis plus trop certain de cette date, hein. Il est possible que ce soit 2027. Mais bon, c'est qu'une hypothèse, hein, tant que les événements ne sont pas réalisés, c'est difficile de pouvoir donner des dates certaines, hein, pour le futur. Ça, je le précise bien. Alors la centurie, en fait, les centuries, en fait, c'est 10 chapitres comprenant 100 quatrains chacun, sauf la centurie 8 qui n'en comprend que 42, donc ce qui fait un total de 942 quatrains. Donc ça, c'est un aspect important, c'est qu'il manque 42 quatrains à la centurie 8. Donc ça, aucune explication n'a été donnée à ça, pourquoi elle manque. En tout cas dans les textes qui ont été publiés du vivant de Nostradamus, il en manquait 48. Donc à la centurie 8. Bon, est-ce que ça a une signification pour la compréhension de ces prophéties, parce qu'il aime bien cacher quand même des éléments. Enfin, ça c'est des choses que je suis en train de découvrir en ce moment et que je relaterai plus tard. Et donc là, j'ai pas d'explication sur ça. S'il y en a qui ont des explications à apporter, vous pouvez le mettre en commentaire, ce sera le bienvenu. Et donc voilà. Alors après, les quatrains, c'est très important. Les quatrains, en fait, il y a 2 types de quatrains. Il y a les quatrains de datation, donc c'est des quatrains qui comportent des dates.
Voilà. Bon, après j'expliquerai après. Il y a plusieurs catégories dans les quatrains de datation, et puis il y a les quatrains ordinaires qui n'ont pas de date. Alors, il faut savoir que les quatrains de datation, il y en a beaucoup hein, dans l'œuvre de Nostradamus. Moi, je dirais presque 30% de l'œuvre. Donc, avec soit des dates en clair ou des dates un peu codées ou des indications temporelles partielles. Donc, c'est quand même pas à négliger ces quatrains de datation. Il y en a énormément et ça permet de dater les événements. Bon, pour nous qui sont du passé et puis ceux qui vont arriver dans le futur. Il y a énormément de quatrains de datation et c'est souvent négligé par les interprètes de Nostradamus. Donc voilà, alors les quatrains temporels sont des marqueurs de temps dans l'épître à Henri. Donc en fait, elles servent à dater chacun des événements prédits. Donc il y a des quatrains qui comportent des dates en clair. Donc il y en a un certain nombre, pas beaucoup. Parce que je pense qu'il pouvait pas se permettre de donner des dates en clair, parce que ça aurait été trop dangereux. Son œuvre aurait été détruite, brûlée, cachée. Donc il l'explique dans son épître. Dans la lettre à César, il explique qu'il a été un peu obligé de masquer les dates. Donc il y a quelques-uns, il y en a une dizaine. Je vais en citer un juste après. Il y a ceux qui sont des dates mais avec des codes, qui sont codés. Donc c'est pareil, là c'est une date mais un petit peu masquée. On voit que c'est une date mais c'est marqué d'une manière assez particulière. Donc c'est pareil, je vais vous donner des exemples. Et puis il y a enfin en troisième catégorie les quatrains astrologiques. Donc là c'est pareil, il y en a énormément puisque Nostradamus était astrologue. Et là il y en a énormément. Donc là c'est pareil, il suffit de retrouver la configuration décrite dans le quatrain et puis on a soit une seule date possible, ça c'est pour certains événements ça a été le cas, et puis pour certains autres quatrains où il y a moins d'indications, en fait il y a plusieurs dates possibles, donc il suffit de regarder la description du quatrain et puis de voir à quelle date ça correspond. Mais c'est pareil, je vais donner des exemples juste après. Donc voilà. Alors en fait voilà le premier exemple d'un quatrain avec une date en clair. C'est un quatrain qui est mondialement célèbre aussi. Il y a une vingtaine d'années, il y avait en France, les gens s'enflammaient sur ce quatrain-là. Il y avait même des émissions à la télé, même au journal de 20 heures. Tout ça, c'était il y a une vingtaine d'années. C'était un quatrain extrêmement célèbre. Donc c'est le fameux quatrain qui donne la date de l'an 1999, 7 mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs, ressusciter les grands rois d'Angolmois, avant, après Mars, régner par bonheur. Donc là, la date, elle est en clair, c'est 1999. Donc là, je fais ressortir la ligne avec la date. Donc il dit l'an 1999, 7 mois. Donc 90, en fait, c'est en ancien français, puis en Belgique, en Suisse, ils utilisent encore cette expression-là, mais pour la France, le pays, la France, on a remplacé ce nombre par le nombre 90. Donc c'est 1999, 7 mois. Donc ça donne 1999, voilà. Et alors après, il y a toute une discussion sur le 7 mois. Est-ce que c'est septembre, parce que c'est les premières lettres du mot septembre. Est-ce que c'est le 7e mois de l'année, donc juillet, ou est-ce que c'est août? Août, pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où Nostradamus écrivait ses prophéties, on était encore au calendrier julien. Et donc, quelques temps après la mort de Nostradamus, on est passé au calendrier grégorien, et il y a 10 jours d'écart. Donc, il suffit que ça se passe, on va dire, après le 20 juillet, ça tombe en août, pour notre calendrier à nous. Et vous verrez que ce sera probablement le cas, c'est pour ça que je me permets de faire ressortir cette ligne-là. Bon, en fait, parce qu'en fait, ça fait référence. Bon, je pensais que j'avais fait une diapo, mais non. En fait, c'est probablement l'éclipse du 11 août 1999, donc qui a été vue dans toute l'Europe. Et c'est pour ça que je mets août. Mais après, on ne sait pas. Ça peut être septembre, ça peut être juillet. Parce que, en fait, ce quatrain-là annonce probablement la naissance du grand monarque.
par référence, parce qu'il fait référence à Du ciel descendra. Donc, dans un autre quatrain concernant Charles X, il avait également utilisé cette expression-là, Du ciel viendra, un grand roi des frayeurs. Il avait utilisé cette expression-là, Du ciel viendra, concernant la naissance de Charles X. Donc, par déduction, j'en ai déduit, et puis Vaiku Ionescu aussi, dans 1993, il en avait fait la même déduction. Et puis il y a deux autres quatrains qui font référence à une éclipse et à la naissance du grand monarque, dont je les ai pas mis ici. Mais ça c'est pareil, c'est dans mon livre, vous lirez et puis vous verrez. Donc on en déduit que c'est pendant une éclipse qui a eu lieu le 10 août. Et donc le 10 août, ça fait le 31 juillet de son époque, dans l'ancien calendrier. Donc c'est pour ça qu'il met 7 mois, c'est-à-dire le 7e mois de l'année, donc juillet. Bon, après c'est n'est qu'une hypothèse, hein. Tant qu'on n'aura pas confirmation de qui est né à ce moment-là, on pourra pas le savoir. Mais il faut savoir que Nostradamus met beaucoup de quatrains sur les naissances des grands personnages. Quasiment chaque grand personnage de l'histoire a un, deux, voire trois quatrains qui décrit sa naissance. Hitler, Napoléon, Mussolini, tous les grands personnages qui ont marqué l'histoire ont un quatrain qui décrit leur naissance. Donc c'est pour ça que c'est pas étonnant, voilà. Mais ça c'est un exemple de date en clair. Après vous avez les dates plus ou moins codées. Donc là par exemple c'est un quatrain qui concerne, vous voyez il y a le chiffre 17. Donc pourquoi 17 que seront mis 17 à martyrs. Donc 17, on ne sait pas si c'est le nombre de martyrs ou si c'est une année. Donc vous voyez, 17. Et après, moi j'en avais déduit, alors c'est un autre auteur aussi, je crois que c'est Jean-Charles de Fontbrune qui avait découvert ce quatrain-là. En fait, lui, il avait émis l'hypothèse que c'était 1917 et la révolution russe. Donc Nostradamus a enlevé le 19 et il a laissé que la décennie. Donc après on ne sait pas de quel siècle c'est, mais bon, des événements d'importance mondiale ayant eu lieu en une année 17, je pense qu'il n'y en a qu'un seul, c'est 1917, vous voyez, et ça saute tout de suite aux yeux. Donc c'est vrai que moi quand je l'ai vu, j'ai tout de suite compris que ça concernait la révolution de 1917. Et là en l'occurrence il parle, les martyrs, c'est la famille impériale russe, Nicolas II et sa femme et ses enfants, qui ont été tués par les bolcheviks. Donc c'est à ça qu'il fait. Bon, ils ont été tués en 1918 parce qu'il y a un autre quatrain qui en parle, mais il fait référence à l'abdication de Nicolas II en février 1917. Donc là, vous voyez, c'est un quatrain qui est daté, mais ça saute pas aux yeux. Il faut une certaine réflexion pour le voir, mais après quand on a compris le mécanisme, on voit tout de suite qu'à 1917, alors il y a beaucoup de quatrains avec des dates comme ça, y compris des quatrains qui n'ont pas été encore expliqués. Donc à chaque fois, moi qu'il y a un événement qui se passe, je regarde s'il n'y a pas un quatrain avec une date comme ça où il y aurait que la décennie. Donc ça c'est un peu tout le travail de l'interprète. Voilà, là je vous en donne un quatrain astrologique par exemple. Donc là, ça concerne, vous voyez, je vais vous faire apparaître la phrase astrologique. Tonnant en Léo, augure par présage. Donc voilà, Tonnant c'est Jupiter parce que c'est Jupiter dans la mythologie grecque, c'est Zeus chez les Grecs et Jupiter chez les Romains. Et c'est le dieu de la foudre qui jette la foudre sur la terre. Et donc, c'est pour ça qu'il l'appelle Tonnant, le tonnerre. Donc ça, c'est une indication un peu codée de la planète Jupiter. Bon, Léo, c'est le nom latin du signe astrologique du lion. Donc on comprend que Jupiter, quand il sera présent en lion, ce sera un mauvais présage pour un homme avec du sang sur le visage. Donc en fait ça fait référence à Gorbatchev, donc puisque Jupiter était présent en Lion entre le 19 août 1990 et le 12 septembre 1991, et ça tombe pendant la période où il y a eu le fameux coup d'État à Moscou, le 19 août d'ailleurs 1991, donc quasiment un an avant cette date-là.
C'est un aspect assez étonnant. Et donc là, à la suite de ce coup d'État qui a échoué, Gorbatchev, en fait, ça va entraîner la disparition de l'URSS, et donc ce sera en effet un très mauvais présage pour Gorbatchev. Alors si vous vous le rappelez, Gorbatchev, il avait une tache de sang sur lui, une tache de vin sur le visage. Donc c'est à ça que fait référence Nostradamus quand il parle celui du sang respire, c'est-à-dire sur le visage. Donc ça c'est un aspect assez étonnant. Il avait comment il pouvait savoir que un personnage historique aurait une tache de vin sur le visage. Moi c'est vraiment des choses qui me fascinent. Comment pouvait-il le savoir? Sauf s'il a vu l'image 500 ans avant, c'est assez extraordinaire. Et donc voilà. Alors après, je vous présente un plan de mon livre, parce que là je vous ai présenté ma méthode de travail que j'applique dans le livre. Donc après, j'ai décortiqué toute l'épître à Henri. Donc dans mon livre, je parle de Louis XVI, de la Révolution française, de Napoléon Ier, de la Restauration. Il y a de nombreux passages sur la guerre d'indépendance de la Grèce et l'unification italienne. Donc il est assez prolixe sur ces deux événements-là. Donc c'est vrai que ça peut paraître étonnant aujourd'hui parce que bon, pour l'indépendance de la Grèce, c'est des événements qui sont un peu oubliés. Bon, l'unification italienne un peu moins parce que c'est un grand pays européen, mais ça c'est une chose assez étonnante. Après il y a Napoléon III, il a beaucoup de détails sur la guerre des Balkans. Sur le communisme, il y a énormément de passages, il rentre quasiment dans tous les détails sur le communisme, le nazisme un peu moins, et puis il parle beaucoup de la Troisième Guerre mondiale et du grand monarque, donc voilà, ça c'est les aspects évoqués dans le livre, que vous pourrez voir en l'achetant. Là vous avez la couverture, j'ai écrit aussi Le prophète Daniel et la fin des temps, où je ferai sans doute une vidéo pour expliquer, et puis il y a un livre sur l'Antéchrist. Donc en fait j'ai republié un livre de l'abbé Augustin Lehmann. Donc c'est en fait un juif qui s'est converti au christianisme, au catholicisme et qui est devenu abbé. Et il a écrit toute une série de livres qui sont extraordinaires sur le christianisme et l'eschatologie catholique. Et il a en particulier écrit un livre sur l'Antéchrist, donc j'ai republié ce livre là-dedans, dans ce livre-là, et j'ai rajouté moi tout un livre qui fait à peu près la moitié du recueil sur les antéchrists chez Nostradamus, parce que Nostradamus donne beaucoup de détails sur les antéchrists. Donc c'est pareil, les 3 livres, vous pouvez les acheter partout, à la Fnac, Amazon, chez vos libraires, ils sont disponibles partout. Et puis voilà, et ça c'est le dernier livre que j'ai sorti, l'Apocalypse de Saint Jean et la fin des temps. Donc là il y a le volume 1 et puis le volume 2 est sorti aussi. Donc je vous laisse découvrir. Donc là en fait moi j'ai comparé l'œuvre de Saint Jean avec Nostradamus. Et parce qu'en fait Nostradamus s'est beaucoup inspiré de l'Apocalypse de Saint Jean et de Daniel. On retrouve même quasiment des copier-coller de l'Apocalypse de Saint Jean dans les quatrains de Nostradamus. Donc j'ai fait tout un travail justement pour comprendre l'Apocalypse de Saint Jean à travers l'œuvre de Nostradamus. Ça éclaire d'un regard assez nouveau l'Apocalypse et également les prophéties de Nostradamus, puisque les 2 livres se répondent. Et donc là c'est pareil, ce livre il est disponible chez tous les libraires. Voilà, et puis donc après, si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez aussi, pour me soutenir, faire un don sur Tipeee, parce que bon, financièrement, je gagne pas beaucoup quand même avec mes livres, et puis voilà, à l'heure actuelle, je suis à la SS, et donc j'ai 450 € par mois pour vivre, et c'est un peu difficile d'arriver à s'en sortir. Donc si vous aimez mon travail et tout ça, vous pouvez faire un don sur Tipeee. Je mettrai le lien dans la description en bas de la vidéo. Et puis voilà. Là, je vous souhaite bonne journée et puis bonne lecture de mes livres. Voilà.